J'ai toujours cru que rien n'était plus important que la famille, jusqu'au jour où l'attente s'est muée en trahison, quand ma femme et ma fille ont brisé ce credo d'une manière dont je ne m'étais jamais imaginé le revers de la médaille. Pendant 20 ans, mon mariage avec Victoria, aujourd'hui âgée de 40 ans, s'était fondé sur la confiance, sur l'idée que l'amour pouvait vaincre tous les obstacles. Nous avions une fille, Delilah, aujourd'hui âgée de 19 ans, et entamant tout juste ses études supérieures. Et durant des années, j'étais fier de la sécurité financière que nous avions acquise. J'avais travaillé d'arrache-pied, réalisé des investissements judicieux et bâti ce que beaucoup qualifieraient de petites fortunes confortables. Nous ne connaissions ni factures impayées, ni soirées sans dîner, ni la peur d'un lendemain incertain. Selon moi, être responsable avec l'argent signifiait préparer l'avenir avec une précision quasi scientifique, tout en se permettant parfois quelques folies familiales, une voiture de luxe ici, des vacances fastueuses là-bas. Au début, ma femme était du genre à apprécier les petits gestes, un dîner discret dans un restaurant chaleureux, une promenade dans le parc, sans jamais attendre de démonstration tapageuse de richesse. J'admirais son humilité, sa capacité à ne jamais confondre ma rigueur financière avec de l'avarice ou une froideur inhumaine. Je me souviens d'une soirée, après un repas modeste, où Victoria m'avait doucement confié « Nathan, j'adore ta manière de prévoir, ta façon de penser l'avenir. C'est irrésistible. » À cet instant, j'étais convaincu que nous formions un véritable partenariat, traçant ensemble un chemin de stabilité ponctué de joie discrète. Nos projets à long terme tournaient autour de cette même prudence financière. Garantir que Delilah n'ait jamais à se soucier d'un prêt immobilier ou de frais universitaires, et que nous puissions tous savourer la vie sans excès. Mais la vie, imprévisible elle-même, nous surprit. Peu à peu, Victoria commença à suggérer que nous devrions vivre davantage l'instant présent. Au départ, il ne s'agissait que de petites choses. Un dîner somptueux à l'extérieur, l'idée spontanée d'un voyage en Europe parsemé de boutiques de créateurs et d'hôtels de luxe. Je balayais ces propositions d'un revers de main, pensant que toute famille avait droit à une once de gourmandise. Pourtant, un soir, alors que je passais devant la cuisine, je surpris une conversation intime entre elle et Delilah, évoquant des séjours extravagants à l'étranger. Ces mots flottaient dans l'air comme un présage funeste. J'essayais de les ignorer, persuadé qu'il ne s'agissait que d'un désir passager de vivre un peu plus intensément. Mais, au plus profond de moi, quelque chose était venu se briser. Plus tard, lorsque j'évoquais le sujet avec douceur, je demandais « Victoria, j'ai entendu parler de ton projet européen avec Delilah. Est-ce vraiment une option que nous envisageons ?» Ses yeux, d'ordinaire si calmes, brûlaient d'une flamme inattendue. « Nathan, » répondit-elle avec un sarcasme glacé, « nous avons travaillé toute notre vie pour cela. Tu as les moyens, et franchement, nous méritons de vivre un peu maintenant. » Ces mots me frappèrent comme un vent glacial. La femme en qui j'avais placé toute ma confiance semblait désormais changer radicalement. J'avais toujours pensé que, dissimulant mes secrets financiers, mes investissements, ma fortune réelle, elle demeurerait insensible à l'argent lui-même. Quelle erreur j'ai commise. Victoria, jadis si réservée quant à sa manière d'appréhender la richesse, m'avait une fois ébloui par sa simplicité. Je me revois lors de notre premier rendez-vous dans un petit café, ce havre caché, modeste et authentique. Quand l'addition arriva, elle proposa avec désinvolture de la partager, comme si cela était la chose la plus naturelle au monde. J'acceptais avec joie, convaincu qu'aucune arrière-pensée ne se dissimulait derrière son sourire sincère. Mais avec le temps, ses goûts se transformèrent. D'abord, subtilement, un parfum de créateur plus onéreux ici, un commentaire sur des vêtements de marque là. Puis ses remarques se muèrent en exigences. Boucles d'oreilles en diamant, sacs à main de luxe, et même des voyages qui rivalisaient avec les escapades de stars hollywoodiennes. Nos vacances annuelles, autrefois modestes, se transformèrent en véritables débats. La Floride suffisait-elle ou fallait-il succomber au rêve tropical de Bali, en première classe, avec villa privée? Je tentais de faire preuve de patience, de composer pour le bonheur de ma femme. Lors d'un dîner tendu, je lui rappelais « Je suis pour une petite folie de temps en temps, mais souviens-toi, il m'a fallu des années pour accumuler cette fortune. Nous avons bâti notre vie ensemble avec soin et discipline. » Mais Victoria, les yeux assombris, répliqua vivement « Peut-être, mais l'argent est fait pour être savouré de notre vivant, Nathan.
Nous ne pouvons pas vivre en miséreux éternels. Et alors, l'inimaginable se produisit. Je réalisais qu'il existait une limite, un point où son désir de luxe avait évolué en une insatiable faim que rien ne semble satisfaire, ni un Range Rover, ni une BMW élégante, jusqu'à ce qu'une découverte inattendue bouleverse complètement mon existence. Une nuit, après plusieurs semaines de tensions silencieuses, j'écoutais une conversation qui confirmait toutes mes inquiétudes. Je restais en retrait alors que Victoria discutait avec animation avec Delilah de voyages exotiques, d'achats chez des créateurs, d'un style de vie digne des Kardashian, plutôt que de notre existence modeste. Plus tard, lorsque je la confrontais d'une voix calme mais ferme, je déclarai « Victoria, explique-moi, envisages-tu vraiment de telles dépenses extravagantes ?» Sa réaction fut instantanée et incendiaire. « Nathan, pourquoi ne le ferions-nous pas? Tu as gagné plus que quiconque, et nous vivons en dessous de nos moyens. La vie est trop courte pour économiser chaque centime, » lança-t-elle, comme si j'étais le seul incapable de comprendre que ma fortune était destinée à être célébrée et non entassée. Je commençais alors à penser qu'il n'était plus question de Victoria seule. Delilah, cette fille que j'avais élevée avec des rires, des projets scientifiques et des histoires au coucher, se mit à refléter les idées de sa mère. Un coup de téléphone avec elle me laissa hébété lorsqu'elle, d'un ton glacial, affirma « Maman dit que tu utilises l'économie comme excuse. Nous méritons mieux que cette existence de classe moyenne. » Je n'en croyais pas mes oreilles. Ma propre fille, pour qui j'avais tant sacrifié, se rangeait désormais du côté d'un style de vie superficiel, séduit par le mirage d'un argent facile et d'un plaisir instantané. Désespéré de connaître la vérité, je décidai de confronter la source de cette métamorphose. Un soir, dans le silence feutré de notre salon, je pris place face à Victoria, déterminé à comprendre ce glissement soudain. « Victoria, il faut qu'on parle de tout ce qui se passe. Nos dépenses, ta vision de l'argent, tout. » Commençai-je d'une voix qui masquait à peine la tourmente intérieure. Ses yeux se restreignirent. « Qu'y a-t-il de mal à vivre un peu, Nathan? Tu as construit cette fortune pour que nous puissions jouir de la vie, pas pour tout enfermer comme un avare. » La discussion dégénéra rapidement. Je tentais de lui rappeler que chaque dollar de notre coffre-fort était le fruit d'années de sacrifices et de risques calculés. Mais au lieu de comprendre, elle me répondit par un sarcasme mordant, m'accusant d'être le vilain de notre propre histoire familiale. C'est alors que je compris que la ligne avait été franchie depuis longtemps, le moment précis où Victoria découvrit réellement l'ampleur de mes avoirs. D'une manière ou d'une autre, elle avait mis la main sur les détails de mes investissements, sur ma véritable valeur nette. Et dès lors, ses goûts se transformèrent irrémédiablement. Rapidement, ses demandes devinrent de plus en plus audacieuses, encouragées par la perspective d'un style de vie haut de gamme. À contre-cœur, je me retrouvais à satisfaire des requêtes qui évoluaient d'un luxe modéré à des exigences quasi extravagantes, comme tenter d'éteindre un incendie avec un petit arrosoir. Bientôt, il ne s'agissait plus uniquement de voyages ou de sacs de créateurs. C'était une question de valeur, d'identité, de trahison qui allait bien au-delà d'une simple transaction financière. Un soir, après des jours de tension insoutenable, j'insistais pour une discussion sincère. « Victoria, il faut qu'on parle de cette frénésie de dépenses sans fin. » Ma voix tremblait d'émotion, mais restait ferme. Notre fondation financière est solide grâce à notre discipline, et je ne suis pas prêt à risquer tout ce que nous avons bâti pour des caprices futiles. Ses yeux étincelèrent, et dans sa réponse, mêlant amertume et colère, j'entendis « Alors, c'est toi le problème? Tu es obsédé par les chiffres au point d'oublier que j'ai aussi des besoins. » La conversation se transforma en un échange d'accusations, chacun défendant son interprétation de ce que l'argent représentait. Moi, le pourvoyeur prudent, et elle, une femme lasse d'attendre un avenir qui ne semblait jamais assez fastueux. Puis, contre toute attente, Delilah intervint. « Papa, tu parles toujours d'économiser, mais regarde autour de toi, tu as des millions. Pourquoi devrions-nous vivre comme si nous peignions pour chaque centime ?» Ces mots, portés par une froideur douloureuse, me transpercèrent comme une lame. J'avais consacré toute ma vie à construire un héritage, une maison sûre, une éducation pour Delilah, une existence à l'abri des soucis financiers. Et voilà que ces efforts se transformaient en prétexte pour des dépenses irréfléchies et des exigences de luxe immédiat. Plus tard cette nuit-là, je tentai de joindre Delilah par téléphone, la voix tremblante d'émotion. « Ma chérie, est-ce vraiment ainsi que tu te sens?
Est-ce uniquement la recherche d'instantanés de luxe qui te guide? Un silence glacial suivit, puis sa réponse coupée et sèche. Maman dit que tu n'en dépenses pas assez. Ton économie, c'est juste une excuse. Ce mot, excuse, résonna en moi et ébranla chaque leçon inculquée au fil des années. J'expliquais, lentement et douloureusement, que chacune de mes décisions financières visait à sécuriser notre avenir, afin qu'en dépit des imprévus, nous aurions toujours un filet de sécurité. Mais cette conversation ne fit que renforcer le fossé qui nous séparait, un abîme créé non par des chiffres sur un compte, mais par des valeurs et des cœurs qui dérivaient. Les jours se succédèrent, marqués par des confrontations amères et un silence de plus en plus grand. La chaleur jadis présente dans nos liens s'était transformée en une indifférence glaciale, où chaque interaction ressemblait à une transaction plutôt qu'à un partage sincère. Quand je rappelais que nos dépenses extravagantes ne constituaient qu'une infime partie de ce que j'avais construit en des années d'efforts, Victoria haussait les épaules, en souriant avec dédain, et Delilah levait les yeux au ciel. Une angoisse sourde m'envahissait, une certitude que quelque chose de fondamental se délestait, que l'essence même de notre famille s'érodait sous le poids du matérialisme et de l'avidité. Puis, le choc ultime arriva au cours d'une soirée apparemment ordinaire. Assis tous ensemble sur le canapé, la télévision en arrière-plan, un son de notification étrange émana du téléphone de Victoria. Un signal anormal, distinct des tonalités habituelles, préfigurant qu'il se passait quelque chose d'insolite. Je la regardais alors qu'elle dissimulait son téléphone avec empressement, se crispant comme si elle cachait un secret. « Qu'est-ce que c'était » demandai-je doucement. « Rien d'important » répliqua-t-elle d'un ton détaché. Mais ce n'était pas ainsi qu'une femme avec qui je partageais les moindres détails se comporterait. Un malaise s'empara de moi, et plus tard dans la nuit, après moult hésitations, je pris le risque lorsque son téléphone fut laissé sans surveillance. Les mains tremblantes, le cœur lourd, je déverrouillai cet appareil, et ce que je découvris me paralysa. En pleine vue, sur une application de rencontre exclusive réservée aux hommes fortunés et aux femmes séduisantes, se trouvait son profil. Ce n'était pas Tinder ni une application de rencontre banale. C'était une plateforme soignée, élégante, un véritable marché réservé aux adeptes du luxe. Sa photo de profil était impeccable, digne d'une couverture de magazine de haute couture. Sa biographie vantait une vie fastueuse et la recherche d'un homme capable de choyer une femme comme elle le méritait. Et surtout, il n'était fait aucune mention d'un mari ou d'une fille. C'était comme si elle avait effacé délibérément notre histoire, comme si notre vie commune n'était plus qu'un simple chapitre éclipsé par ses ambitions. Ne pouvant plonger plus avant dans l'abondance de messages enjôleurs qui confirmaient son infidélité, je la confrontai dès que nous fûmes seuls. « Pourquoi es-tu sur une application de rencontre ?» demandai-je d'un ton dépourvu de douceur. Elle resta un court instant figée, puis balbutia « J'étais juste curieuse. Je n'ai rencontré personne. » Mais la curiosité n'était qu'un prétexte. Dans son regard, j'aperçus une soif d'un style de vie bien au-delà de ce que j'étais prêt à offrir. Un désir d'être reconnu comme plus que l'épouse et la mère que j'avais toujours voulu être. La confrontation se termina dans un déluge d'accusations et de silence amer. En quittant cette douloureuse discussion, l'image du regard désabusé de Delilah s'inscrivit en moi. La certitude que ma fille elle-même s'était engagée sur le chemin d'idéaux étincelants et de rêves extravagants. Dans les jours qui suivirent, le fossé familial se creusa davantage. Victoria et Delilah semblaient en résider dans un univers parallèle où l'argent n'était pas gardé mais dilapidé en marques, voyages et possessions en tout genre. Pendant que moi, je restais le gardien réticent de cette stabilité financière, déterminé à préserver chaque euro de ce que j'avais ardemment bâti. Un jour, alors que j'étais avec Delilah dans sa résidence universitaire, j'essayais d'unir une fois encore nos mondes. « Delilah, savais-tu que ta mère est sur cette application de rencontre ?» demandai-je, la voix tremblante entre incrédulité et douleur. Sans la moindre surprise ni inquiétude, elle répliqua d'un ton désinvolte. « Oui, mais peut-on vraiment lui en vouloir? À quoi bon rester avec un homme qui se comporte comme s'il n'avait rien, quand on peut avoir la vie d'une célébrité ?» Ces mots détachés et empreints d'un sentiment de droit acquis me frappèrent irrémédiablement. Comment les valeurs que j'avais mis tant d'années à transmettre pouvaient-elles être si aisément balayées? Cette constatation me hanta pendant le trajet de retour, confirmant que le gouffre entre nous s'était transformé
en une faille irrémédiable. Face à cette escalade, il devint douloureusement clair que si notre famille devait subsister, je devais protéger l'édifice que j'avais construit. Désespéré, je me tournai vers un ami de confiance qui me conseilla de consulter un avocat, un spécialiste reconnu pour aider les hommes au patrimoine conséquent. Je rencontrai alors un avocat de grand renom, Ron Jeremy. Et non, il ne s'agit pas de l'individu au passé controversé, c'est bel et bien son prénom. Un homme dont l'expertise froide et calculée m'aida à orchestrer un divorce que je n'avais jamais imaginé, mais qui désormais se profilait à l'horizon. Je savais que si Victoria et Delilah comptaient dépouiller ce que j'avais édifié durant 2 décennies, il me fallait agir sans attendre. Ce qui suivit fut une période de manœuvres clandestines et minutieusement orchestrée. Du jour au lendemain, je passais du rôle d'époux dévoué à celui d'un stratège financier secret. Sous les conseils avisés de Ron, je procédais à un transfert progressif des actifs, plaçant des fonds dans des trusts, des comptes offshore et d'autres structures d'investissement dissimulées, tel un général préparant sa bataille. Tout en jouant le rôle du mari indulgent, quelques attentions, des dîners dans des restaurants huppés pour maintenir les apparences, je protégeais en coulisses mon avenir financier. Lors d'un dîner sur une terrasse chic, l'un de ses lieux favoris, je glissais avec nonchalance une mention d'investissement que j'avais suivi et qui, selon toute vraisemblance, rapporterait des millions. Sa réaction, un éclair de convoitise fugace dans ses yeux, confirma que son goût pour l'opulence était bel et bien éveillé. Ce fameux investissement n'était, hélas, qu'un artificiel leurre destiné à détourner son attention, le temps nécessaire pour finaliser mes manœuvres secrètes. Pendant près de 2 mois, j'observais avec amertume la montée en puissance de l'obsession de Victoria pour un luxe immédiat, tout en continuant de transférer des fonds jusqu'à être certain que l'essentiel de ce que j'avais amassé serait à l'abri de ses convoitises. Puis, le jour fatidique arriva. Un soir frais, alors que nous étions assis devant une émission télévisée superficielle qu'elle affectionnait, je lui annonçai sans cérémonie que l'opportunité d'investissement dont j'avais tant parlé s'était effondrée. Sa réaction fut immédiate. Son expression se ferma, et je perçus que son avidité ne pouvait plus être contenue. Il ne fallut pas longtemps avant qu'elle ne me serve formellement des papiers de divorce, documents glissés en silence sur le comptoir. Je les pris, les parcourus d'un coup d'œil, et dis simplement « Si tel est ton choix, qu'il en soit ainsi ». Sans drame ni supplication désespérée, nous avions tous laissé cette spirale nous emporter bien trop longtemps. La procédure de divorce fut aussi brutale que je l'avais redoutée. Victoria, n'ayant jamais préparé financièrement une séparation, se retrouva avec une fraction dérisoire de ce qu'elle avait imaginé, une somme qui, dans l'ampleur de notre fortune, n'était guère plus qu'un simulacre de ses rêves démesurés. Pendant ce temps, Delilah s'aligna aux côtés de sa mère, arguant que notre famille méritait ce faste auquel je l'accusais ainsi d'être trop économe, en la privant du luxe que j'étais censé fournir. L'un de nos derniers échanges, chargés de reproches et d'amertume, résonne encore dans mon esprit. « Tu as des millions, papa, et pourtant tu nous traites comme si nous vivions de chèques en bois », avait-elle lancé sans émotion. Ce mépris mêlé à une profonde trahison brisa une partie de moi que je croyais indestructible. Je fus alors laissé avec le goût amer de la trahison. La famille que j'avais bâtie sur des fondations d'amour et de discipline se désagrégeait, remplacée par une vision déformée de la richesse et un sentiment de droit exacerbé. Même lorsque j'essayais de renouer un semblant de lien avec Delilah, nos échanges se transformaient en transactions, comme si sa valeur se mesurait à l'étiquette de nos biens plutôt qu'à l'affection que nous avions partagée. Dans un ultime acte de coupure émotionnelle, je pris la décision la plus douloureuse de ma vie. J'ai retiré ma fille de mon testament. Un geste nécessaire, quoique déchirant, qui ne pouvait excuser le comportement qui bafouait tout ce en quoi je croyais. J'ai choisi que chaque dollar restant soit alloué à des causes en lesquelles je croyais. Un héritage non pas fait d'argent dilapidé, mais d'impact réel. Si cette histoire vous touche et que vous suivez ce récit bouleversant, n'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne et à laisser un commentaire pour partager vos impressions sur ces choix faits au nom de l'amour, de l'argent et de la sécurité. Votre soutien et vos réactions nourrissent notre désir de continuer à raconter de telles histoires. Après le divorce, la descente aux enfers de Victoria fut douloureuse à observer. Bien qu'elle ait reçu un règlement confortable, une goutte d'eau dans l'océan de ma fortune préservée,
elle ne parvint pas à maintenir le mode de vie luxueux qu'elle arpentait de main de maître. Rapidement, les dettes s'accumulèrent, les relations se succédèrent, tel un phénomène éphémère, et elle se lança à la poursuite d'un autre idéal, toujours à la recherche de cette étincelle nouvelle, pour ensuite voir ses amours s'effondrer sous le poids d'attentes irréalistes. Quant à Delilah, qui pouvait encore espérer un brillant avenir, se retrouva confrontée à la douloureuse réalité qu'un luxe illusoire reposait sur des principes désormais brisés. J'entendis même des rumeurs selon lesquelles elle aurait dû se séparer de sa précieuse BMW série 3, symbole de la vie dont elle se croyait digne. Dans la tourmente, en tentant de panser les blessures provoquées par la perte de la chaleur familiale d'antan, je trouvais du réconfort dans des lieux inattendus. J'entamais alors une vie moins dictée par la nécessité du travail et davantage orientée vers ce qui me procurait un véritable sentiment d'utilité. Je m'investis dans des projets porteurs de sens, et c'est dans ce calme retrouvé que j'ai découvert la beauté d'une compagnie sincère, celle de deux fidèles bergers allemands nommés Max et Luna. Max, plus posé et expérimenté, et Luna, débordante d'entrain juvénile, m'offrait à l'amour inconditionnel que ni l'argent, ni un train de vie extravagant n'auraient jamais pu procurer. Leur présence, leur queue frétillante et leur regard empli de loyauté me rappellent chaque jour que le vrai bonheur ne se mesure pas en fortune, mais dans la chaleur d'un lien authentique. Pourtant, malgré ces moments de réconfort, les échos du passé hantent mes nuits. Je me demande souvent si Delilah ne cherche pas dans ses relations un filet de sécurité financier, une sorte d'héritage scintillant qui supplante l'affection véritable. Chaque appel, chaque message m'emplit de sentiments contradictoires. L'amour pour une fille que je croyais connaître et la douleur d'un éloignement provoqué par le matérialisme et des choix mal orientés. Aujourd'hui, je poursuis ma route avec une détermination mesurée. On me demande souvent ce qui me procure réellement de la joie, et je réponds que ce n'est ni l'accumulation de richesses, ni le frisson passager du luxe, c'est la paix intérieure ressentie lors de promenades solitaires dans le parc, la caresse du vent me rappelant que la vie continue malgré les batailles financières. J'ai fait des choix, douloureux certes, mais nécessaires pour protéger ce que j'ai construit et pour m'assurer que seul subsiste un héritage forgé par l'intégrité et non par l'avidité. Si ce récit vous a captivé autant qu'il vous a peiné, merci de laisser un j'aime et de partager votre avis en commentaire. Abonnez-vous également à notre chaîne pour découvrir d'autres histoires qui, au détour des chemins de la vie, dévoilent l'envers du décor, celui de l'amour, de la trahison et du véritable prix de nos ambitions. Regardant en arrière, je prends conscience que chaque décision fut mûrement réfléchie, même si les conséquences dépassèrent de loin mes espérances. Victoria choisit le glamour éphémère au détriment de la loyauté, tandis que Delilah, en proie à des contradictions héritées, opta pour un chemin qui creusa irrémédiablement la distance entre nous. Je reste ferme, meurtri certes, mais fidèle à ces valeurs qui jadis unissaient notre famille. Dans le calme de mon bureau, face à un portefeuille construit avec soin depuis 2 décennies et aux yeux chaleureux de mes compagnons à 4 pattes, je comprends qu'au final, le seul trésor véritable réside dans la vérité que nous portons en nous et dans les leçons que nous tirons des blessures de la trahison. Aujourd'hui, alors que je m'apprête à tourner la page d'un passé assombri, j'espère qu'un jour les plaies se refermeront et que peut-être Delilah et moi pourrons retrouver un semblant d'amour authentique et sincère. Mais en attendant ce matin réconciliateur, je me dois d'honorer ces leçons et de rester inébranlable dans la protection de ce qui compte vraiment. Un héritage forgé par nos choix, notre caractère et la quête d'une vie vécue selon nos propres termes. Je vous remercie d'avoir écouté ce récit brut, sans phare, d'une famille désintégrée par la cupidité et des priorités mal orientées. N'oubliez pas de vous abonner, de laisser un commentaire et de partager cette histoire si elle a résonné en vous. Votre soutien vaut bien plus que n'importe quelle fortune. Voici mon histoire. Un périple à travers l'amour, la trahison, le sacrifice et la dure réalité que tous les contes de fées ne se terminent pas toujours heureusement. Parfois, le vrai coût de la richesse se mesure non en euros, mais dans les parts de nous-mêmes que nous sommes contraints d'abandonner en chemin.